Très heureux de vous retrouver pour une deuxième vidéo sur le naturalisme. Alors, il n'y a pas de planète B, mais en fait, il y a peut-être des planètes ou des visions de la planète autres que le naturalisme. Et c'est ce qu'on peut aller rechercher dans d'autres sociétés, et c'est ce que fait Descola. Et en particulier, il s'intéresse, ses premiers travaux de recherche, ses premiers terrains d'études, aux sociétés animistes, donc à l'animisme. Alors qu'est-ce que l'animisme? Bah, c'est une conception du monde ou des êtres où le monde est peuplé d'esprits ou d'âmes. Donc les animaux ont une âme, les objets aussi, et même les éléments naturels tels que le vent, le feu ou des rivières peuvent avoir une âme. Alors, dans les conceptions animistes, les âmes des défunts sont aussi souvent extrêmement présentes, hein, les âmes des ancêtres, et on peut éventuellement dialoguer avec elles. Il y a bien sûr des interactions, hein, le monde des esprits et le monde, notre monde, hein, enfin le monde des individus, des vivants humains, eh ben, il n'est pas disjoint. Et donc, ces interactions justifient qu'on essaye de, en quelque sorte, s'attirer les bonnes grâces des esprits, ou en tout cas de vivre en bonne intelligence avec eux, et donc parfois de leur rendre des cultes. Et dans son travail sur les achuars, donc dans la forêt amazonienne, hein, ce sont des givaros de la forêt amazonienne, qui a été décrit dans un livre qui s'appelle Les Lances du crépuscule, eh bien, Descola découvre que les esprits, les animaux, pardon, peuvent prendre forme humaine pour venir parler aux humains dans leurs rêves, en quelque sorte sur un pied d'égalité. On a là des choses qui sont donc assez différentes de la façon dont nous, occidentaux de l'époque moderne, concevons le monde. Il y a une autre forme de rapport au monde qui est bien connue des anthropologues et qui s'appelle le totémisme. Alors, le totémisme, c'est une forme d'organisation des relations sociales qui est basée sur l'identification à un être non humain. En général, c'est un animal ou un végétal. Et dans cette vision des choses, en général, le totem, donc l'animal ou le végétal, est un parent, c'est même en quelque sorte l'ancêtre, hein, d'où découle tout le clan, par exemple. Il ne porte pas nécessairement son nom d'animal, ça peut être aussi le nom d'une qualité, en fait, hein, qui va être mis en avant, telle que la ruse, la bravoure ou la loyauté. Le totémisme peut générer des interdits alimentaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger, hein, la chair du totem ou la plante en question. Et enfin, le totémisme peut être à la base de règles d'exogamie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se marier avec des gens qui ont le même totem que soi. Donc vous voyez que dans cette conception totémique, au fond, il y a une vraie continuité, tant au niveau de l'intériorité des différents êtres, hein, ils sont similaires en quelque sorte intérieurement, mais ils sont aussi similaires physiquement, puisque on est proche en quelque sorte de la corporéité du totem. Enfin, il y a une troisième façon d'organiser les relations sociales et d'essayer de mettre un peu d'ordre dans le monde, c'est ce qu'on pourrait appeler l'analogisme. Dans l'analogisme, les êtres sont tous différents en quelque sorte, à la fois physiquement et spirituellement, donc intérieurement. Et la seule façon d'organiser le monde et de repérer des regroupements et des similitudes, eh bien, c'est par l'identification de correspondances. Et assez souvent, ces correspondances vont justifier des relations hiérarchiques, hein, avec des gens, par exemple, de la même manière que dans la nature et dans la chaîne alimentaire, eh bien, certains animaux sont au-dessus d'autres, donc ils sont prédateurs et proies, par exemple, dans une relation prédateur et proie, eh bien, on va avoir dans le monde social des catégories ou des professions qui vont être mieux considérées, moins considérées, donc au-dessus ou en dessous dans une échelle sociale. Peut-être pour vous donner un exemple concret dans la société moderne, on pourrait s'intéresser à un texte assez récent, puisque il s'agit du Cheval d'orgueil de Pierre Jacques Elias. Je ne vais pas vous lire ce texte parce que j'ai beaucoup à vous dire, mais vous pouvez mettre la vidéo en pause et en prendre connaissance.
C'est un texte intéressant à deux égards, parce qu'il montre qu'il y a effectivement des correspondances entre l'univers des pratiques, hein, le ballet, l'élevage des chevaux, l'univers domestique avec l'intérieur, l'extérieur, mais aussi avec le genre, hein, le féminin et le masculin. On pourrait encore développer, mais... Et puis il y a un deuxième intérêt, qui est celui de montrer qu'en fait, les différents registres, hein, totémiques, animisme et analogisme sont, sont tout de même pas complètement inconciliables, hein. Il peut y avoir hybridation, et dans une société naturaliste comme la nôtre, mais il y a quand même encore des traces d'analogisme, par exemple, comme le montre bien ce texte. Descola identifie quatre grandes ontologies principales. Une ontologie, c'est une vision de l'être, hein, ça vient du grec toon, et ces quatre grandes ontologies ou cosmologies, eh bien, elles sont finalement comme les résultats d'une grammaire fondamentale qui permet de combiner la ressemblance ou la différence sur deux catégories principales, l'intériorité et la physicalité. Alors cette grille de lecture, je ne suis pas anthropologue, donc il ne m'appartient pas du tout d'en juger, mais véritablement, il s'agit d'un principe heuristique, donc qui aide à l'interprétation des sociétés, qui est visiblement très puissant. Ça fait un peu autorité, hein, chez ses pairs, et donc visiblement c'est vraiment une grande contribution à l'analyse des sociétés humaines, sachant qu'évidemment les différentes ontologies peuvent s'hybrider, il peut y avoir des transitions de l'une à l'autre, et on peut voir comment elles se diffusent en termes spatial et au cours du temps. Un des grands avantages de ce genre de classification, c'est de nous faire sauter aux yeux le fait que notre monde, hein, caractérisé par le naturalisme, n'est pas le seul monde possible, et qu'il en existe bien d'autres, hein, il existe bien d'autres rapports au monde. Notre monde, en fait, ne va pas de soi, et nous pouvons remettre en cause, sur la base de cette prise de conscience et de ce décentrement, un certain nombre d'institutions et de rapports sociaux qui, sinon, sont non questionnés. Par exemple, on pourrait questionner la propriété privée de la Terre, une fois qu'on sait que dans de nombreuses sociétés, eh bien, la Terre fait partie des communs. La justice, la prison, qui nous semble aussi évidente pour assurer le contrôle social, ben, il y a des sociétés qui ne font sans, hein, qui n'y ont pas recours, hein. Les hiérarchies sociales ne sont pas les mêmes dans toutes les sociétés, elles peuvent être beaucoup moins prononcées. Chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, par exemple, eh bien, les individus n'ont guère de maître, hein, ils n'obéissent à personne, au fond, hein, ils sont tous des hommes qui sont finalement beaucoup plus libres. Enfin, la solidarité, qui chez nous est de plus en plus froide et confiée à des dispositifs spéciaux, voire étatiques, peut être bien plus vivante dans certaines sociétés lorsqu'elle est fondée sur des obligations de fraternité ou autres. Descola nous explique aussi, et de ce point de vue-là, il n'est pas différent des autres anthropologues, que finalement, faire un bon travail d'anthropologue oblige, en quelque sorte, à se placer, non pas au-dessus, mais au même niveau que les sociétés qu'on étudie. Donc on doit neutraliser, en quelque sorte, son ontologie propre pour comprendre, en fait, l'ontologie des autres. On doit se mettre, en fait, sur un pied d'égalité, et c'est vrai qu'on ne comprendrait pas les croyances de certaines sociétés si on les traitait de but en blanc comme des affabulations ou des superstitions. Descola ne défend pas simplement une neutralité méthodologique. Il va plus loin et il demande en quelque sorte une symétrie épistémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas d'ontologie qui soit meilleure qu'une autre, hein. Et ceci même du point de vue de la production de savoir conforme à la réalité. De ce point de vue-là, Descola, quoi qu'il s'en défende, est relativiste. Alors pourquoi il s'en défend? Parce qu'il est bien connu que le relativisme est une position qui est intrinsèquement contradictoire, puisque si tout est relatif, alors le relativisme lui-même est relatif et finalement pas meilleur que l'universalisme. Donc c'est une position qui est assez peu défendable. Descola le sait, et il prétend non pas être relativiste, mais pouvoir dépasser l'universalisme, l'opposition relativisme-universalisme, d'une manière qui n'est pas très claire, pour tenter d'échapper à l'opposition relativisme-universalisme. Descola va jusqu'à dire qu'il n'existe pas de monde réel qui soit antérieur aux processus de mondiation qui font advenir ces mondes. Donc au fond, il n'y a pas de réalité, hein. Le monde réel, ça n'existe pas. Il n'y a que les mondes qui sont créés par les ontologies. Les Achuars, parce qu'ils conçoivent le monde
sur la base de schémas animistes, bah, ils vont jamais pouvoir concevoir les animaux, par exemple, comme déterminés par leur patrimoine génétique ou leur ADN. Ça n'existe pas pour eux, hein. C'est comme s'ils avaient mis des lunettes polarisantes qui leur empêchent de voir cette réalité. À l'inverse, pour un occidental moderne, on ne va pas pouvoir considérer cet animal comme ayant un esprit similaire au nôtre et pouvant venir nous parler dans notre sommeil. Et du coup, là aussi, il y a des lunettes. Et donc, Descola, il regrette en quelque sorte que le naturalisme nous ait privés, nous, de toute une inventivité symbolique dont les autres schèmes, les autres ontologies, bah, finalement, bénéficient. Cela dit, même si l'ancrage réaliste, hein, du naturalisme occidental, bah, a un coût et nous oblige à des renoncements, est-ce qu'on doit pour autant aller, comme Descola, jusqu'à nier l'existence d'un monde réel? Ça arrange bien les affaires de Descola d'affirmer qu'il n'y a pas de monde réel, parce que s'il y avait un monde réel, alors on pourrait envisager de hiérarchiser les différentes ontologies du point de vue de l'adéquation de leur conception à ce monde réel. Et ce serait prendre le risque que le- les cosmologies naturalistes bah, soient jugées supérieures de ce point de vue-là aux autres cosmologies ou ontologies. En effet, le naturalisme, il a quand même ça pour lui, que ces procédures de validation scientifique de ces affirmations sont extrêmement rigoureuses et le naturalisme fournit en général des prévisions sur comment va réagir la nature qui sont plus fiables que les autres types de conception de la nature. Vous l'aurez compris, le projet de Descola, c'est de critiquer le naturalisme. Il pourrait en faire une critique morale, ou bien une critique politique, ou bien une critique de ses effets environnementaux. Mais en fait, non. Ce qu'il fait, c'est une critique épistémique, c'est-à-dire qu'il critique sa capacité soit à connaître le monde, soit à construire un monde suffisamment riche et intéressant. Et il va plus loin, il veut en quelque sorte rabattre la critique épistémique par-dessus la critique morale. C'est-à-dire que la critique morale n'apparaisse finalement que comme une conséquence de la critique épistémique. Le problème avec cette façon de procéder, c'est que ça conduit Descola aussi à renoncer, histoire de se mettre à l'abri des critiques, à une perspective réaliste et donc à nier l'existence d'un monde réel, ce qui nous emmène dans quand même un certain nombre de difficultés. Et parmi ces difficultés, il y en a une qui est particulièrement patente. C'est-à-dire que si il n'y a pas de monde réel, alors ça n'a aucun sens de dire à propos de la nature, ce que le mot nature désigne n'existe pas. Vous en conviendrez, je suppose. Une des conséquences de la théorie d'Escola, c'est qu'elle permet, et de ce point de vue-là, elle rejoint aussi des courants scientifiques modernes, la subjectivation du non-humain. Totalement légitime, en particulier cette subjectivation par rapport aux animaux, dont on a vu dans une vidéo précédente avec les théories de Tom Regan que les animaux étaient sujets d'une vie et donc dotés d'une subjectivité. Est-ce qu'elle est légitime, cette subjectivation, lorsqu'on parle de plantes, de rivières ou de montagnes? Alors là, je vous laisse juge, mais il y a tout de même un risque d'anthropomorphisme assez caractérisé en la matière. Et je voudrais donner un exemple de ce genre de risque et qui concerne le cas des arbres. Vous avez peut-être entendu parler du film L'intelligence des arbres, qui est un film de Peter Wohlleben, et qui a été réalisé en collaboration avec Suzanne Simard, qui est une écologue qui a écrit sur ce sujet et fait des vidéos YouTube qui ont fait plus de 6 millions de vues. Dans ce film et dans les écrits et les conférences de Simard, il y a plusieurs thèses. La première, c'est que les arbres communiquent. La seconde, c'est qu'ils s'envoient des alertes lorsqu'il y a des dangers, des pathogènes qui les menacent. La troisième, c'est qu'il y a des échanges de ressources entre les arbres. Et enfin, la quatrième, c'est que d'une certaine manière, les arbres sont en quelque sorte bienveillants les uns avec les autres, puisque ceux qui se trouvent avec un moindre accès aux ressources se trouvent aidés en quelque sorte par les autres.
La découverte scientifique qui sous-tend ce genre de théorie, c'est celle de l'existence de réseaux mycorhiziens. Donc ce sont au fond des réseaux mycéliens, des réseaux de champignons, qui existent dans les sols des forêts et qui relient les racines des arbres les uns avec les autres. Alors là, il n'y a pas de doute en la matière, hein. Il y a bien existence de ces réseaux, même s'ils sont en général assez limités en extension. Alors le problème, c'est que cette interprétation qui consiste à faire des arbres des êtres intelligents et coopérants les uns avec les autres, et donc bienveillants les uns avec les autres, eh bien, c'est qu'il n'y a pas à ce sujet de consensus scientifique, malgré le fait que ces hypothèses ont été formulées il y a maintenant près de 40 ans. On n'a pas réussi véritablement à les établir. Bien sûr, la communication entre les arbres et les micro-organismes est très très bien établie. Il y a des quantités de récepteurs et aussi des quantités de messages qui sont envoyés dans un sens comme dans l'autre. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Véritablement, le diagnostic est correct. Par contre, la communication aérienne au travers de procédés volatiles ou souterraines entre les arbres, elle n'est scientifiquement pas établie. On n'a pas réussi à avoir de résultats reproductibles sérieux à ce sujet et elle est assez peu probable en fait. Et surtout, les transferts de ressources, par exemple de carbone, entre différents arbres via les réseaux mycéliens ou mycorhiziens, elle est véritablement pas du tout établie. Il y a eu un article scientifique très très critique par rapport à toute cette littérature, dont vous avez ici la référence. Et dans cet article, eh bien, les auteurs montrent qu'au fond, il y a eu un gros problème de méthode, c'est-à-dire que toute cette tradition, en quelque sorte, ou ce courant scientifique, euh, est affecté de biais méthodologiques, c'est-à-dire qu'il n'y a de citation que des expériences et des articles qui vont dans le sens que l'on espère, et on passe sous silence ou on refuse de s'appuyer sur les données qui au contraire vont en sens inverse. Euh, Au fond, il y a une dernière question que je voudrais évoquer au travers des conséquences en quelque sorte de la théorie de Descola, qui est celle de savoir si la subjectivation de la nature peut conduire à en faire un sujet politique. On trouve dans Ethnographie des mondes à venir des tas d'expressions qui sous-tendraient ou qui nous laissent penser que finalement la nature devient une sorte de sujet politique, voire même un agent politique hein, qui mène des combats politiques. Donc par exemple, on parle d'alliances interespèces, donc de s'allier avec d'autres espèces, de problèmes politiques communs avec les cochons ou avec les tourbières, ou bien de la résistance des plantes sauvages contre le capitalisme. Au fond, il s'agit de donner aux non-humains le statut de sujet politique. Alors on se demande encore en quel sens hein, un non-humain peut véritablement avoir le statut de sujet politique. C'est un peu la même chose qu'on voit dans l'expression les soulèvements de la Terre, hein. Dans les soulèvements de la Terre, on a l'impression que c'est la Terre elle-même qui se soulève et qui va venir combattre aux côtés des activistes écologiques. Et d'ailleurs, dans le livre des soulèvements de la Terre, on voit écrit texto que c'est la nature elle-même qui se défend contre le capitalisme. Alors au fond, c'est pas mal parce que d'un point de vue symbolique, ça transfère la puissance vitale et même tellurique de la nature vers le mouvement social. Et donc c'est vrai que la nature étant très puissante, ben, ça donne de l'espoir hein, à ceux qui se mobilisent. Mais d'un autre côté, on peut se demander si en quelque sorte la métaphore révèle pas en creux la faiblesse des forces politiques humaines qui pour le moment se battent en faveur de l'environnement, faiblesse que je déplore, mais qui est relativement réelle. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit penser en matière, non pas de la véracité, hein, mais plutôt de l'utilité de ce genre de conceptions qui font appel à de l'anthropologie pour transformer notre rapport au monde? On peut voir le verre à moitié vide en se disant que finalement ben, ça induit des conceptions du monde qui finalement manquent de rigueur, hein, comme on l'a vu à propos des arbres par exemple. D'autre part, on pourrait déplorer, comme le fait Patrick Dupuy, l'abandon de notions qui restent utiles, hein, telles que la notion de nature,
qui est quand même assez essentiel pour critiquer, hein, les théories qui veulent justifier l'ordre établi au nom de la nature. Et puis, évidemment, il y a le risque de relativisme qui est quand même vraiment caractérisé dans le cas des théories à la Descola. Enfin, il y a il y a un risque d'immobilisme fondamentaliste, hein, c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui, en quelque sorte, lorsqu'on leur propose de faire des actions ou des gestes, ils vous disent toujours, bah, oh, finalement, tant qu'on n'aura pas traité le problème à la racine et transformé fondamentalement notre rapport au monde, tout ça ne servira à rien. Oui, bon, d'accord, mais entre-temps, on fait quoi, hein? Et puis on pourrait aussi voir le verre à moitié plein. Il y a vraiment dans ces théories un élargissement des possibles. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes ne nous apparaît pas comme le seul possible, et donc vraiment il y a un processus libératoire de notre imagination qui est nécessaire vu les défis auxquels nous sommes confrontés. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'au fond, les gens qui adhèrent à ces théories, ben, ce sont aussi ceux qui sont les plus mobilisés. Donc quelque part, hein, ça les a pas, les activistes par exemple, des ZAD, ben, ils se nourrissent de ce genre de pensée et ce sont en quelque sorte les fers de lance, hein, du combat écologiste. Et donc de ce point de vue, eh ben, on pourrait dire qu'il y a une espèce de convergence entre les théories anthropologiques et l'action en faveur de l'environnement. Et enfin, l'autre avantage, et peut-être le dernier, c'est effectivement de nous faire prendre conscience que on ne réglera pas, hein, les problèmes à coups de mesurettes, parce que, au fond, les problèmes sont profonds et que les changements qui vont nous permettre de sauver notre monde sont probablement nécessairement radicaux et qui doivent nous amener à des remises en cause et des remises en question qui sont assez importantes. Et de ce point de vue-là, il faut remercier Descola et Pignocchi et tous les auteurs qui ont mis, en quelque sorte, qui ont attiré notre attention sur les défauts de notre rapport au monde caractérisé par le naturalisme.